Il est 8h10 minutes, 8h09 minutes pour être plus précis, et sans transition, sans jingle, sans musique, nous allons tout de suite dialoguer avec notre invité qui nous a fait le plaisir d'être dans notre studio ce matin, Michel Kishka, encore une fois. Bonjour, Boker Tov. Voilà, bonjour, Boker Tov. J'espère que vous m'entendez. Et voilà, alors voilà, problème technique, voilà. Voilà, c'est bon. Et là, on vous entend, tout le monde vous entend. Michel, merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. J'ai beaucoup de plaisir à te retrouver. Oui. On va se tutoyer, on ne va pas jouer le jeu du vouvoiement ici, mais on est dans une radio, on va dire, décontractée. On va parler ensemble, se tutoyer et dire qu'on a beaucoup de plaisir à se retrouver, parce que peut-être même le vendredi, parce que pendant plusieurs années, dans le cadre d'une collaboration avec I24, eh bien, on se promenait entre Jérusalem et Tel Aviv et on peut profiter de ce trajet pour dialoguer des problèmes de la société israélienne. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui encore, en parlant de cette crise, d'abord de cette crise de l'électricité. On a un peu de mal, il faut l'avouer, à comprendre les origines de cette crise. On a l'impression que l'État d'Israël est impliqué, alors que les Israéliens disent qu'ils ne le sont pas. On a l'impression que Mahmoud Abbas veut jouer un nouveau jeu face à la bande de Gaza, et on a l'impression que les habitants de Gaza, ce sont eux qui payent l'addition d'une certaine manière, et avec une réduction de l'électricité, il n'y a aujourd'hui que 4 heures, peut-être même moins aujourd'hui, que 4 heures d'électricité, même si cette décision n'a pas encore été concrétisée, 4 heures d'électricité par jour dans la bande de Gaza, ce qui peut paraître stupéfiant. Vous pouvez un peu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe et les tenants et les aboutissants de cette crise ? Oula, vous m'en demandez beaucoup d'expliquer les tenants. Mais j'aimerais d'abord parler de la toute première information de ce matin. On a dit qu'on se tutoyait, oui. Sur la visite de Bibi Netanyahou à Salonique. À Salonique, oui. Parce que hier, ma femme est partie à Salonique. Pas en délégation, elle n'était pas dans le vol avec Sarah et Bibi. Son père était de Salonique. C'est la première fois qu'elle y allait. Et elle va faire un trek en Grèce. Mais par hasard, le hasard a voulu que la première fois qu'elle y est allée, en fait, eh bien, c'était le jour où Bibi Netanyahou était en visite officielle là-bas. Alors, sa visite, c'était très bien, mais pour ma femme, c'est quelque chose d'historique. C'est un retour vers les racines, en tout cas de la famille du côté de son père, qui, eux, ont quitté Salonique, une partie pour Eretz Israël et une partie pour la France dans les années 20. Donc avant la Shoah. Avant la Shoah. Voilà. À l'époque où la communauté de Salonique rayonnait, et la ville de Salonique était, on va dire, extrêmement influencée par sa très importante communauté juive, puisque le port de Salonique, c'est historique, le port de Salonique ne fonctionnait pas le Shabbat parce que la moitié des dockers étaient juifs, et que même, si je ne m'abuse, le port de Tel Aviv a été construit par les gens de Salonique. Et c'est une communauté que j'ai un peu connue, en tout cas ceux qui étaient en France et en Israël, du côté de ma femme, sont tous francophones, en roulant les airs avec une musique extraordinaire. Et c'est vraiment très beau qu'elle puisse y être retournée pour la première fois. Alors, Michel, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous ai posé une question sur la crise de l'électricité. Je voudrais quand même rappeler que vous êtes caricaturiste, vous êtes professeur à Betzalel, vous avez fait aux Beaux-Arts israéliens, vous avez fait votre Aliyah en 1974, c'est exact. Donc vous êtes liégeois d'origine, et vous êtes aussi aujourd'hui l'un des membres de Cartoon for Peace, c'est-à-dire c'est l'association qui rassemble les caricaturistes de plusieurs pays, de nombreux pays, et qui œuvrent à travers leurs dessins en faveur de la paix au Proche-Orient, et peut-être de la paix même dans le monde entier. Et de l'éducation à la paix dans les écoles. On intervient dans les écoles aussi. Alors, et de l'éducation à la paix, vous avez écrit, on parlait de Salonique et de la Shoah, vous avez écrit vous avez dessiné, on va dire, vous avez fait un livre de dessins et de bandes dessinées sur... On va dire, c'est la deuxième génération dont vous faites partie, la fédération des enfants de rescapés de la Shoah, puisque votre père a été rescapé d'Auschwitz. Donc vous avez écrit cette bande dessinée, c'était en 2012. Voilà. Alors,
après, vous êtes présenté pour nos auditeurs qui, par hasard, ne vous auraient pas resitué. Alors, on va un peu parler de cette crise-là. Effectivement, difficile de comprendre ce qui se passe, mais on sent qu'il y a une problématique et que la problématique, elle échappe d'une certaine manière aux Israéliens et que les Israéliens sont dedans, même sans vouloir y être. Ils ont adopté, on va dire, la demande de Mahmoud Abbas de ne plus acheminer ou de réduire l'acheminement de l'électricité dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza, Michel ? Est-ce que... Vous savez ce qu'il y a ? Moi, je pense que dans ce problème justement, qui peut se développer en problème humanitaire grave, parce que franchement, avec les conditions climatiques qu'on a ici, avoir 4 heures d'électricité par jour, pour nous, Israéliens, ce serait impossible. Pour les Gazaouis, ce serait impossible aussi. C'est impossible aussi. C'est des conditions de vie absolument impossibles. Moi, je pense qu'Israël doit faire beaucoup d'efforts, en tout cas, pour communiquer sur ce qui se passe exactement, parce que tout ce qui se passe à Gaza est toujours mis sur le dos d'Israël. Alors là, c'est important de bien communiquer sur cette question. Et d'un autre côté, ce n'est qu'une conséquence du fait qu'on n'a toujours pas de solution à notre conflit dans lequel on vit. Nous, on y vit dans des conditions, appelons ça dans des conditions aisées, mais les Gazaouis, non. Alors c'est vrai, ils ont un conflit interne. C'est un conflit interne, c'est ça le problème. Parce que la problématique est interne. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas voudrait récupérer d'une certaine manière le contrôle de la bande de Gaza. Oui. Et pour montrer son autorité, pour dire qu'il en a assez, en fait, d'une certaine manière, de payer l'ardoise pour le Hamas, qui d'une certaine manière, veut saper son autorité, il décide donc de freiner l'acheminement et de demander à Israël de le freiner. La vraie question que l'on peut se poser, c'est les habitants de la bande de Gaza, je suppose, ils payent leurs impôts, ou ils payent au moins une partie de leurs impôts au Hamas. Que fait le Hamas de cet argent ? Vous savez, c'est une question... Parce qu'il pourrait payer d'une certaine manière l'électricité avec cet argent. Mais même la question se pose par rapport à qu'est-ce qu'ils font avec les aides qu'ils reçoivent. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est la Suisse qui, actuellement, il y a quelques jours, a décidé d'arrêter de donner de l'aide au Hamas, parce qu'il voit bien que l'argent qui était destiné justement à des questions, des buts humanitaires de la vie de tous les jours, est utilisé à d'autres fins, d'accord, qui est l'armement. Vous savez, le Hamas a été très affaibli par tous les conflits dans le monde arabe qui se passent actuellement. Et par l'isolement du Qatar aujourd'hui. Et le Qatar, notamment le Qatar. Et les soutiens qu'ils ont donnés et leur relation aussi avec l'Iran. D'accord ? Il y a toute une donne qui est en train de se refaire et un peu le Hamas à Gaza, il est le punching ball de tous les conflits. Et du conflit avec nous, et du conflit interne dans le monde arabe. Et d'un autre côté, je ne pense pas qu'il soit en mesure ou en position de renouveler un conflit, d'accord ? Je veux dire armé. Et c'est vrai qu'Israël ne peut peut-être pas faire grand-chose dans ce qui est en train de se jouer, et il ménage la chèvre et le chou. Parce que quand même si beaucoup de nos politiciens considèrent que Abbas n'est pas un partenaire, en tout cas, le Fatah est le seul partenaire qu'Israël aurait dans une éventuelle reprise de pourparlers. Et donc, voilà, donc on est un peu sur une espèce de terrain de jeu un peu bizarre, un peu instable. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros effort à faire en communication. Mais disons que, par exemple, ce conflit d'intérêts qu'il y a entre Katz et Lieberman, d'accord, entre le ministre des Transports... Dont on a parlé tout à l'heure. Dont vous avez parlé. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'Israël aurait dû proposer des facilités, en tout cas, pour les Gazaouis, pour avoir une plus grande indépendance à l'intérieur même de la bande de Gaza, à défaut de règlement du conflit. Je pense qu'Israël fait beaucoup. Je pense que quand on sait le nombre de camions de ravitaillement et de marchandises... D'après les Israéliens, après le gouvernement israélien, il y a des centaines et des centaines de tonnes qui sont acheminées régulièrement vers la bande de Gaza. Et même les images, les Israéliens affirment que celui qui se rend dans la bande de Gaza, au moment où peut-être où c'est éclairé, où il y a de l'électricité, eh bien, il y a une certaine, peut-être pas d'opulence, mais il y a une certaine... il y a des marchés qui sont développés, il y a des gens aux terrasses des cafés et des restaurants. On n'est pas dans une situation de blocus où les habitants de Gaza sont affamés. Non, le blocus, il est par la mer, d'accord ? Le blocus, il est par la mer. Et là, c'est sûr que si jamais il y avait eu une avancée quelconque
au niveau de pourparlers, il y aurait eu moyen de débloquer le blocus par la mer, en tout cas partiellement. Et je pense que les Gazaouis en ont beaucoup besoin. Et d'un autre côté, le Hamas est affaibli. Seulement, la population a peu de marge pour exprimer son mécontentement vis-à-vis du Hamas, parce que c'est quand même un régime violent. C'est une dictature, le Hamas. Et c'est pas facile d'être dans l'opposition, mais je pense que à l'intérieur, ça bouillonne. À l'intérieur, ça bouillonne et quelque part, ça va éclater, mais pas avec Israël. Ça va éclater entre eux. Israël s'est servi pendant des années de cette arme de pression pour essayer de faire fléchir le Hamas, ou en tout cas pour essayer de pousser la population de Gaza, les Gazaouis, contre ses dirigeants. Mais on voit bien qu'on n'y arrive pas, parce que c'est un régime dur et fort. Alors, Michel, je voudrais qu'on parle ensemble, parce que vraiment, c'est un sujet qui me passionne aussi. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé donc, de ce code éthique qui a été initié par le professeur Assa Kacher, en tout cas à la demande de Naftali Bennett. Ça a suscité beaucoup de polémiques dans le monde universitaire israélien. Vous êtes vous-même universitaire, vous êtes professeur, donc, je le disais, aux Beaux-Arts israéliens à Betzalel. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas peut-être besoin de cela aujourd'hui pour essayer de recadrer certains enseignants qui auraient peut-être tendance à interpréter la liberté d'expression de manière un peu trop extrême dans un cadre qui n'est pas obligatoirement, qui ne se prête pas obligatoirement. C'est-à-dire que est-ce que, à votre avis, un universitaire, lorsqu'il est, par exemple, comme vous, professeur aux Beaux-Arts, peut, dans le cadre de son cours, alors que ça n'a rien à voir avec le sujet étudié, émettre des opinions politiques sur des débats de société ou ce débat comme sécuritaire, comme le processus de paix? À votre avis, par exemple, est-ce que ça vous arrive de le faire? Tu parlais de recadrer, Daniel. Alors moi, j'aimerais bien recadrer Naftali Bennett. Ouais. D'abord, la droite est au pouvoir depuis 1977 en Israël, avec un petit break au milieu qui n'a pas duré longtemps, avec un Premier ministre de gauche qui s'est fait assassiner, d'accord ? Rappelons un peu ça. Ouais. La droite est au pouvoir et elle se comporte comme une minorité qui a peur de s'exprimer. Et ça, c'est une chose que je remarque et que je trouve surprenante. Les universités, toutes les universités, et aussi l'Académie des Beaux-Arts où j'enseigne, ont leur code. Nous avons un code éthique interne qui est très détaillé et qui explique d'une façon très claire comment tout le relationnel, d'abord, des étudiants par rapport à l'académie, des enseignants par rapport aux étudiants, et ça touche à des domaines qui vont même jusque, par exemple, à l'harassement sexuel, s'il y en a, y compris les problèmes politiques. Et également les problèmes politiques. Il y a une commission disciplinaire. Chaque département, nous avons 9 départements dans l'académie. Est-ce qu'il est arrivé qu'un professeur soit sanctionné parce qu'il a émis des opinions politiques en plein cours alors que ça ne se prêtait pas? Non. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de liberté d'expression à ce niveau-là. C'est-à-dire que les professeurs prennent une certaine liberté face à leurs élèves pour exprimer leurs opinions politiques. Non, mais on est quand même pas Sciences Po. Hein. On est une académie des Beaux-Arts. Voilà. Alors, il y a des travaux il y a des cours qui ne touchent en rien à la société, qui sont vraiment du design pur, d'accord, de l'art pur. Et vous savez, on a des classes. D'abord, dans notre académie, il y a un pourcentage relativement élevé d'étudiants arabes. Dans les étudiants que nous avons, il y a des religieux et il y a des non-religieux. Les non-religieux sont majoritaires, mais il y a des religieux. Betzalel, l'académie où j'enseigne, a ouvert une branche orthodoxe à Jérusalem, avec des classes pour les hommes et des classes pour les femmes. Donc, on a toujours tendance à croire que toutes les académies sont à gauche. Les académies, elles sont pluralistes. Mais ça donne quand même cette impression. Elles sont libérales. On n'y parle pas politique, on y parle d'art. Mais il y a des sujets qui touchent à la politique. Les étudiants s'expriment librement. Vous savez, nos étudiants, ce ne sont pas... nos étudiants, quand ils entreprennent leurs études, ils ont en moyenne 22 à 23 ans. Ce sont des adultes. C'est pas des jeunes adolescents dans des lycées, par exemple. Là, dans un lycée, c'est vrai qu'il y a peut-être un tout petit peu... La question est plus délicate parce qu'un jeune adolescent est moins formé,
D'accord ? Il est moins formé aussi politiquement, socialement, civiquement. Et c'est sûr qu'un professeur peut avoir une grande influence. Mais nous, on reçoit des jeunes adultes qui ont leurs opinions, et ils ne sont pas là pour leurs opinions. Et on les choisit pour leur talent. Oui, mais tout à l'heure, je parlais peut-être de certains universitaires qui exagèrent peut-être. Je pense dans des cas extrêmes. On a cité souvent le cas d'un professeur de l'université de Ben Gurion comme Niv Gordon, qui est directeur du département des sciences politiques à l'université du Negev, qui avait lui-même appelé au boycott des universités israéliennes, alors qu'il est lui-même universitaire israélien, qui laisse par exemple à l'université hébraïque de Jérusalem, il y a un cours de volontariat. Et on encourage les élèves à aller faire du volontariat pour des associations très controversées comme B'Tselem, par exemple. Je veux dire, dans l'université, s'il y avait une sorte d'équilibre et que, par exemple, dans ce cours de volontariat, on propose à certains étudiants de se rendre de faire du volontariat à B'Tselem, mais on leur propose aussi de faire du volontariat dans le Gush Emunim ou alors à Im Tirtzu, qui est une association plus nationaliste, on va dire. On aurait pu comprendre. Mais là, on a le sentiment que c'est toujours orienté vers la gauche. C'est quand même embarrassant. C'est un peu long à expliquer. Ouais. C'est un peu long à expliquer. Là, on est à une petite conversation matinale de vendredi à Jérusalem. Moi, je pense que la gauche, qui est fortement minoritaire aujourd'hui en Israël, qui est très faible, elle est très faible. Elle est majoritaire dans les universités. Je ne suis pas sûr. Au niveau des enseignants. Vous savez, tu sais, Daniel, on a toujours dit les médias sont à gauche, les universités sont à gauche. Moi, je vois bien les étudiants que j'ai en classe. Mm-hmm. On n'en parle pas. Mais étant donné que j'ai un cours de dessin de presse, donc je vois bien les étudiants s'exprimer. Et moi, je suis là, non pas pour leur imposer mes idées, je suis là pour les aider à exprimer les leurs. Mmh. Et je me rends bien compte qu'il y a un grand décalage entre l'image un peu imaginaire, d'accord, qu'on a de ce qu'est une académie des beaux-arts, avec la réalité. Les étudiants, ils sont que le fruit de la société. Tous mes étudiants sont nés dans l'Israël d'après 1967, dans un Israël fort, dans l'Israël de l'Intifada. S'ils ont 22, 23, 24 ans, il faut faire le compte, ils sont nés à la fin du XXe siècle. Et ce ne sont pas des étudiants qui ont connu les hippies, ils n'ont pas connu mai 68, c'est autre chose. Ce sont des étudiants très pragmatiques, qui ont leurs idées, mais on n'est pas là pour débattre de nos idées avec eux. On est là vraiment pour les aider à les exprimer. Et moi, je pense que les universités, le gouvernement ne doit pas avoir droit de cité dans les universités. Je pense que ce qu'est en train d'essayer de faire Bennett avec l'aide du code de Assa Kasher, d'ailleurs je pense que le code ne va pas passer, il va pas être abrogé, parce que je pense qu'il dépasse les limites. Ça me fait un peu penser, la comparaison elle est peut-être un peu forte, ça va peut-être un peu vous choquer, mais quand même, c'est parce que dans ce texte du code, il y aurait, je ne sais pas comment on les appelait en français, il y aurait des surveillants, d'accord, dans les écoles. Des contrôleurs, d'accord, qui rapporteraient. Dans les universités. Dans les universités, qui rapporteraient. Alors, ça veut dire aussi que peut-être qu'on va inciter certains étudiants à aller moucharder, ou à aller dire, voilà, celui-là, il a dit ça pendant mon cours, où les étudiants vont enregistrer les cours. Là aussi, c'est peut-être tombé effectivement dans l'autre extrême. Là, je voudrais te demander, puisque tu parlais... Daniel, je pense au régime totalitaire. Oui. D'accord. Je ne veux pas citer l'époque et le pays où on éduquait la jeunesse à même aller moucharder leurs parents. Oui. Si à la maison, entre leurs quatre murs, ils exprimaient des idées qui ne convenaient pas au consensus national. Et je pense on est sur une pente très dangereuse. Et c'est un peu là que veut nous amener Bennett, et je ne pense pas qu'on va y aller. Tu parlais tout à l'heure de la droite au pouvoir depuis 1977. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de frustration auprès de ces universitaires qui se disent libéraux, qui sont de gauche, par rapport au fait que pendant les 30 premières années de l'État d'Israël, lorsque la gauche était au pouvoir, eh bien, en fait, ils étaient intégrés à ce pouvoir. Ils conseillaient le pouvoir. Ils conseillaient des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres. Ils étaient très proches de ce pouvoir. Or, depuis 1977, depuis l'arrivée de la droite au pouvoir, eh bien, ils sont
marginalisés, ils sont mis de côté, ils n'influencent pas sur le processus politique ou sur les décisions politiques. Et il y a là une frustration qui s'exprime à travers ces positionnements plutôt radicaux. Je ne pense pas. Parce que d'abord, ceux des 30 premières années de l'État, ce n'est pas eux qui sont dans les universités aujourd'hui. La plupart sont morts. D'accord ? Ouais. Ils ont des Philippines qui s'occupent d'eux à la maison. D'accord ? Donc, ce n'est pas eux, ce n'est pas les mêmes. Non, moi, je pense qu'il faut maintenant un petit peu reculer, d'accord, l'angulaire de sa caméra et voir ce qui se passe un peu globalement dans le pays. Dans le pays, depuis quelques années, dans ce gouvernement actuel, il y a une tentative, mais c'est une tentative musclée de délégitimation de tout ce qui est contre le consensus. Et notamment, quand tu présentes B'Tselem comme controversé, ça fait partie de tout un processus de délégitimation. Je pense qu'il y a des œuvres, il y a des organismes, des ONG en Israël qui font un travail important. Il y en a de tous les côtés, d'accord ? Im Tirtzu, c'est aussi une ONG, d'accord ? Im Tirtzu, pour moi, c'est l'extrême droite, d'accord ? S'il faut leur mettre une étiquette. Et alors B'Tselem, c'est l'extrême gauche. Ils ont tous les deux le droit de vivre, ils ont tous les deux le droit de s'exprimer, et ils n'ont pas le droit de se délégitimer les uns les autres. On ne remet pas en cause leur droit de s'exprimer, on le remet en cause dans le contexte d'études universitaires. Que je donne un exemple. Si un étudiant de droite, il y en a beaucoup, hein, tu disais toi-même, si un étudiant de droite se sent embarrassé par le choix qu'il va devoir faire dans un cadre de cours comme ça sur le volontariat, et que si il choisit d'aller vers Im Tirtzu plutôt que vers B'Tselem, il sait que son professeur de gauche risque de le sanctionner d'une manière ou d'une autre. Je pense pas. Ça arrive. Je ne pense pas. Mais même si ça arrive, est-ce qu'il faut faire un code éthique ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des commissaires dans les écoles ? Moi, je pense que la droite souffre d'une paranoïa qui est absolument inexplicable. La gauche n'est pas une menace pour la droite. Herzog ne va pas renverser Bibi, il ne va pas le remplacer, même s'il le clame depuis des années. C'est peut-être dans la droite, au sein de la droite, il y a une frustration. Je parlais de frustration du côté de la gauche. Peut-être il y a une frustration par rapport à certaines élites qui sont toujours en place. Je parle de l'élite de la Cour suprême israélienne, l'élite des médias, l'élite de l'université. La Cour suprême, Ayelet Shaked s'en charge. Elle est en train de faire en parallèle le travail que fait son patron Bennett. Oui, mais ça fait 30 ans que la droite est au pouvoir. Et aujourd'hui, certes, seulement, on voit un embryon de politique visant à essayer de recadrer à nouveau cette... Il n'y a rien à recadrer. Je pense qu'en Israël, il faut maintenir la liberté d'expression. Dans les deux sens. Même dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsque un professeur comme Niv Gordon s'exprime de la sorte, ou lorsque, par exemple, le rabbin Yigal Levinstein prend position, comme il l'a dit, contre les homosexuels ou contre le service des femmes dans l'armée. Deux choses pour finir ce sujet. Il ne faudrait pas qu'il y ait un sentiment que la liberté d'expression, elle est à sens unique. Il n'y a pas de liberté à sens unique ici. Mais je veux te donner deux choses pour un peu dire ça. D'abord, tu sais, quand on parle un peu de cette volonté de Bennett de pouvoir agir à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer de façon insidieuse, mais c'est à la lumière du jour, mais on ne s'en rend pas compte, c'est qu'il s'attache à la réécriture de certains livres manuels scolaires. D'accord ? Et ça, c'est beaucoup plus dangereux que de laisser un professeur s'exprimer, parce que finalement, c'est un espèce de petit bourrage de crâne qu'on fait à des jeunes adolescents. Et je voudrais quand même te dire que l'année dernière, une étudiante de Betzalel, arabe, qui voyageait dans le tramway de Jérusalem, les gens de la sécurité du tramway ont demandé à la fouiller parce qu'elle était arabe. Et elle est étudiante à Betzalel. Et ils ont été terriblement violents avec elle. Donc je veux dire par là qu'il y a une espèce de voilà, parce que voilà. Non, on parle vraiment dans le cadre de l'université, où c'est la formation aussi des idées, l'importance de ces dizaines et centaines de milliers d'universitaires israéliens. Tu sais, un jeune Israélien, il est formaté à l'école, à la crèche, au jardin d'enfants, à l'école primaire, au collège, au lycée, et puis après à l'armée. Et quand il arrive à l'université, dans certaines matières, il a la possibilité de s'exprimer pour la première fois. Et chez nous, dans le domaine de la création, on demande aux étudiants de beaucoup s'exprimer. Donc ça fait partie un peu de la manière de donner cours, c'est de laisser la parole s'installer et d'essayer de lui donner une forme visuelle aussi. Et je pense qu'on doit être protégé à l'intérieur
des murs de notre académie, de notre université. On a des codes. Ce sont des gens sérieux qui sont là dans les universités, dans le corps enseignant. Il y a tous les partis politiques d'Israël. Aussi à Betzalel, il y a aussi des religieux. Il y a aussi des gens, je ne sais pas quels sont leurs partis. On ne discute pas politique entre nous. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la création et faire avancer l'art. Et l'art, c'est justement remettre les choses en question. Eh bien, Michel Kichka, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir permis de discuter, de retrouver ce cadre de discussion pour parler de sujets d'actualité comme donc la crise de l'électricité dans la bande de Gaza et surtout cette problématique autour du code éthique dans les universités israéliennes. Merci Michel d'avoir été avec nous, merci d'être venu ici ce matin. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h35, un petit peu plus tard que d'ordinaire, puisque d'habitude c'est à 8h30 que Eliana Grufinkel nous présente sa chronique Un jour notre histoire. Elle est de l'autre côté. Eliana Grufinkel, on va la retrouver dans quelques instants après une page musicale qui nous est proposée par notre technicien David Amara. Merci.